participants. Si vous voulez allumer votre caméra, vous êtes les bienvenus, mais on sait aussi que la connexion n'est pas facile, comme vous venez de le dire, par exemple, en RDC et à Madagascar. Donc, si vous ne pouvez pas allumer la caméra, on comprendra aussi tout à fait. Donc, bienvenue encore à toutes et à tous. On est ici pour le lancement du module 6, efficacité externe, qui a été en fait lancé lundi dernier. On sait que c'est très difficile pour vous. On enchaîne juste après le deuxième regroupement. Malheureusement, les événements récents au Sénégal ont fait qu'on a dû repousser le regroupement et on est dans cette situation. On est obligé d'enchaîner juste après le regroupement avec le module 6 parce que sinon, si on prend encore du temps après le regroupement, ben, on va déborder et on va se retrouver en 2024 pour terminer la formation et c'est pas permis par les autorités universitaires. Donc, on est obligé d'enchaîner. On comprend que vous êtes fatigué. On a prévu 1h30, mais c'est vraiment pour être très, très large. Si on fait 1 heure et que vous êtes satisfait avec les premières réponses à vos questions, surtout qu'on ne fait que commencer, c'est un Teams de démarrage, on va s'arrêter aussi. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 1h30. Et sachant aussi que vous avez la foire aux questions pour poser vos questions. Donc, je vais donner maintenant la parole à Djibril et ensuite à Pablo pour qu'ils se présentent. Je pense que vous ne connaissez ni l'un ni l'autre. Non, vous n'avez pas encore eu l'occasion de les rencontrer, je ne pense pas. Djibril, tu peux te présenter et ensuite Pablo, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Merci Tessa. Merci Pablo. Merci à l'ensemble des auditeurs, des auditrices d'abord, parce que commençons par les femmes, et des auditeurs qui se sont inscrits donc, dans ce module-là. Je suis Djibril Bousso. Je suis donc moi-même un produit du TGSE. Tessa parlait tout à l'heure du niveau de difficulté de ce module-là. Moi, je voudrais vous encourager et dire que c'est ce module-là qui m'a passionné et qui, par la suite, a conduit toute ma carrière. Aujourd'hui, je suis un spécialiste de l'insertion professionnelle et je vous parle du Niger, donc, et je travaille dans un projet ici de l'Union européenne au Niger, qui est globalement dans le secteur de l'ETFP, mais particulièrement sur une question d'insertion professionnelle et de pilotage des modèles d'insertion professionnelle. Au plaisir de partager avec vous et de poursuivre donc ce tutorat avec vous durant. Merci. Merci beaucoup, Djibril. Pablo, s'il te plaît. Oui, merci Tessa. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Pablo Suarez-Robles. Donc, avant toute chose, je suis vraiment ravi de participer à cette nouvelle promotion du PSGSE. Donc, moi, j'ai rejoint l'IP UNESCO Dakar en 2019. Et donc, depuis 2019, j'ai contribué au tutorat de ce module 6. Donc, c'est toujours un plaisir de participer à cette formation, que ce soit en ligne ou aussi en présentiel grâce au regroupement. Donc, j'espère qu'on a l'occasion aussi de se voir physiquement durant le regroupement. Voilà, donc moi, je travaille principalement sur la question du marché du travail, d'insertion professionnelle, comme Djibril. Je fais aussi souvent le lien avec les niveaux d'éducation terminaux, forcément, donc le FTP, l'enseignement supérieur. J'ai travaillé par le passé, notamment au BIT, l'Organisation internationale du travail, Bureau international du travail. Donc, si vous avez des questions, alors vous pouvez me poser tout type de questions, ça c'est sûr, mais si vous avez des questions en particulier sur les concepts, les indicateurs, les définitions opérationnelles, etc., donc n'hésitez pas, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça. Et voilà, pas uniquement les indicateurs d'accès à l'emploi, mais aller au-delà de ça pour aussi prendre en compte les questions qualitatives, en fait, de la qualité des emplois, qui soulèvent de nombreuses préoccupations dans les pays africains comme dans d'autres pays en développement, surtout s'agissant de la jeunesse. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je sais, alors j'ai entendu ça disait que vous étiez assez fatigué parce que vous avez enchaîné les différents modules. Voilà, peut-être que on aura de la chance grâce à cette période estivale, ou peut-être que vous avez des rythmes de travail un petit peu moins élevés dans vos emplois respectifs, vous aurez plus de possibilités de vous pencher sur ce module 6 qui, certes, est assez dense et peut paraître à première vue assez compliqué, mais je pense qu'il est très riche et il permettra de vous familiariser avec des aspects qui sont très importants. Même si on est un petit peu à la frontière, un petit peu au-delà aussi, on va se pencher un petit peu du côté du marché du travail, mais voilà, on sait que c'est un objectif important. Les jeunes essayent de pousser leurs études le plus loin possible, en grande partie, je dirais, pour s'insérer économiquement et voilà, de leur vie adulte et acquérir une certaine autonomie. Donc, on va consacrer les prochaines semaines à venir à travers différentes activités et devoirs pour clarifier toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces aspects-là. Voilà, je m'arrête là, j'ai probablement été assez long et je suis disponible dans l'heure qui suit pour répondre à toutes vos questions. Merci encore.
Et, Merci. voilà. Merci, Pablo. Donc, c'était une très bonne introduction. Merci. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Djibril? Non, je c'est croyais bon, que tu c'est voulais bon. rajouter. Pablo a tout dit. Ok. On va atteindre leurs besoins et au fur et à mesure. Voilà, parfait. Donc, voilà, c'était une très bonne introduction à pourquoi ce module, l'importance du module sur l'efficacité externe, parce que oui, l'éducation, évidemment, un de ce qu'on cherche à atteindre à travers l'éducation, c'est l'insertion sur le marché de l'emploi. Donc, on a lancé le module, comme j'ai dit la semaine dernière. Je ne serais pas très étonnée si vous n'avez pas eu le temps ou l'énergie de rentrer dans les lectures poussées et détaillées du module, mais si vous avez déjà commencé ou si vous voulez déjà commencer à vous inscrire, attention les micros s'il vous plaît. Alors voilà, nous sommes là pour ça. C'est un chat de démarrage, un Teams de démarrage pour lancer les discussions, vous donner l'envie d'aller plus loin et d'en apprendre plus et voilà, d'approfondir les connaissances à travers ce module. Donc, je vous laisse la parole. J'ai vu que beaucoup de participants nous ont rejoints, de Madagascar, de RDC, de Côte d'Ivoire, du Tchad, nos participants individuels. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et puis, voilà, la parole est à vous pour poser les questions à nos deux co-tuteurs, Djibril et Pablo. Alors, vous pouvez lever la main en utilisant l'outil ou sinon prendre le micro directement. Voilà, je vois qu'il y a déjà une question de Monsieur Enem du Tchad et ensuite d'Arlette de Madagascar. Allez-y, Monsieur Jonas. Votre micro est coupé, hein? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jonas. Bonjour à tous. Je suis ravi de retrouver surtout notre mère Teza qui est là. Infatigable. Infatigable. Non, non, je me fatigue aussi. Mais bon, je suis ravie de vous voir aussi. Allez-y. Ah, d'accord. C'est vrai que les deux enseignants ont introduit le module 6, l'importance du module 6, mais je ne suis pas encore satisfait. Pourquoi on a introduit ce module lié au marché du travail par rapport à l'éducation, quoi. Pourquoi? Ok, donc votre question pour les tuteurs, c'est pourquoi ce module 6? Okay. Je vais laisser Pablo commencer, ensuite je vais enchaîner. Pablo? Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de façons de répondre à cette question-là, mais peut-être je peux poser le problème de cette façon. Bon, si on prend en compte l'éducation de base, là, on va être d'accord qu'on est assez loin des questions de marché du travail. L'objectif, c'est que les filles et les garçons développent des compétences de base qui pourront leur servir dans tous les domaines de leur vie à posteriori. Maintenant, s'agissant des niveaux d'éducation plus élevés, et je pense que ça tous d'accord pour dire que l'objectif, c'est quand même que les jeunes, les individus poussent l'éducation le plus loin possible, atteignent les niveaux d'éducation les plus élevés. Bah justement, quand on a cette éducation, des niveaux d'éducation plus élevés, il y a quand même un objectif. Alors, on peut dire que l'éducation, c'est un objectif en soi. L'objectif d'instruire la population. Voilà, parce qu'effectivement, il n'y a pas uniquement les questions de marché du travail, il y a aussi les questions de citoyenneté, engagement civique, et autres. On peut pousser la chose très loin. Mais quand même, une préoccupation des jeunes, s'agissant aussi des pays africains. Ah, allô? Attention, Marie-Jo, s'il vous plaît, le micro. Vas-y, Ouais. excuse-moi, Pablo, vas-y. Mais pour aller droit au but, en tout cas, nous, quand on se déplace, on va dans les pays africains, je ne pense pas me tromper en disant que tous les pays nous disent, tous les gouvernements disent que là, parce qu'il y a aussi l'aspect démographique en Afrique. Il y a une part de plus en plus, un nombre croissant d'individus qui sortent du système éducatif et qui s'insèrent sur le marché du travail. Donc, cette question, elle est vraiment primordiale. Aussi, on sait que dans les pays africains, la protection sociale n'est pas forcément très développée. Donc, l'emploi reste la principale source de revenus pour les ménages. Donc, pour toutes ces considérations, c'est difficile de ne pas prendre en compte, encore une fois, s'agissant des vocations terminaux, ne pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe après. Un individu à faire des études supérieures, très bien, il va acquérir un certain nombre de compétences, mais quand même, l'objectif réel pour la plupart des individus, pour le commun des mortels, c'est obtenir un diplôme qui a une certaine valeur sur le marché du travail, qui lui permettra d'obtenir le plus rapidement possible
un emploi décent qui permettra d'obtenir un niveau de revenu adéquat et pour pouvoir subvenir aux besoins de l'individu et aussi de sa famille. Bon, là, je vais très loin, mais je pense que les raisons sont quand même assez évidentes. Je vais laisser Djibril compléter, mais encore une fois, s'agissant de l'Afrique, le défi de l'emploi des jeunes, c'est un défi qui est majeur et un facteur important pour faciliter l'accès des jeunes au travail et en particulier à l'emploi décent. Alors, on va beaucoup insister sur le concept d'emploi décent, parce que voilà, on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup d'emplois informels qui ne fournissent pas des bonnes conditions de travail, etc., qui ne fournissent pas des revenus adéquats. Donc, on sait que pour l'accès à un emploi décent, l'éducation, ce n'est pas le seul facteur à prendre en considération. Il y a d'autres facteurs, mais on sait qu'en tout cas, du côté de l'offre, du côté des individus, c'est essentiel. Sans éducation, c'est difficile pour les individus d'espérer d'obtenir un emploi de qualité. Voilà. Merci Djibril. Merci Pablo, pardon. Djibril? Voilà. Merci Pablo. Merci vraiment pour cette question pertinente, introductive, qui nous permet de cadrer un peu les contours de ce module-là. C'est vrai qu'a priori, on peut se poser la question, mais comme Pablo l'a dit, il faut savoir que le système éducatif, l'éducation de façon générale, la formation de façon plus précise peut-être, ont un objectif de contribution. Déjà, à l'introduction de la personne qui s'introduit dans le système à accéder au monde de l'emploi, à avoir des revenus réguliers. Mais il faut voir aussi l'angle d'analyse au niveau de l'État, au niveau de la société. Il y a particulièrement dans ce module-là une activité qui est en lien avec l'analyse de l'impact social de l'éducation. Nous allons voir ensemble en quoi le système éducatif peut accompagner les États à un développement social des individus. Comment une femme qui a fait, dans quelle proportion, par exemple, les femmes qui ont fait des études gèrent mieux leur contraception, gèrent mieux leur bien-être social. Donc ça, c'est pour l'aspect social. Et aussi l'aspect économique, bien évidemment, parce que l'État, en ayant des personnes mieux formées, des personnes mieux éduquées, donc à un niveau de compétitivité, un niveau de développement qui, nous l'espérons, donc peut avoir une évolution comparativement à un État où vraiment le niveau d'éducation n'est pas très poussé ou bien le système éducatif n'est pas très poussé. Mais également, il nous permet en retour de nous interroger sur nos systèmes éducatifs. Parce que l'analyse, en fait, du devenir de nos cibles, l'analyse du devenir de nos jeunes nous permet de nous dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut former à ce niveau-là? Pourquoi il ne faut pas former à un autre niveau? Donc, il y a vraiment une analyse qui permet de faire un feedback sur la qualité, sur les orientations à donner à nos différents systèmes éducatifs. Où est-ce qu'il faut le plus mettre les moyens pour l'État? À quel niveau il faut mettre les ressources? Est-ce que c'est dans l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est dans l'éducation de base? Est-ce que c'est dans l'enseignement moyen? Et tout cela, ça s'analyse essentiellement selon les indicateurs dont Pablo parlait tout à l'heure et sur lesquels sur l'insertion et le devenir des cibles, qui s'introduisent dans le système éducatif. C'est essentiel, c'est basique, mais c'est essentiel. Merci bien. Merci Djibril. Monsieur Jonas, est-ce que ça vous convient comme réponse? Les réponses très détaillées de nos deux tuteurs. Oui, sinon je peux ajouter que, bon, même si on obtient un diplôme à la fin de la formation, on peut mettre en place un projet, par exemple, d'élevage, un projet agricole, et puis ne pas être absolument dans un bureau quelque part ou bien dans une entreprise quelque part. Voilà cette préoccupation-là qui m'a amené à poser cette question-là. Oui, je comprends. Si je peux, peut-être, Pablo. Oui. Mais Pablo, en fait, comment il s'appelle, Jonas? Oui. L'objectif de cette formation, ce n'est pas de faire de vous un entrepreneur. Il faut bien qu'on comprenne que vous êtes manager de système éducatif et de formation. L'objectif de ce module, c'est de vous donner des outils pour pouvoir analyser. Je pense que Jonas parle de l'insertion des jeunes. N'est-ce pas, Jonas? Des jeunes diplômés. Peut-être que je peux répondre rapidement. Oui. En fait, nous, dans ce module, on parle de l'emploi au sens large. Et pour simplifier les choses, il y a deux types d'emploi. Il y a le salariat et l'auto-emploi, ou le travail indépendant. Donc nous, quand on va dire emploi, travail, ça, on va englober ces deux catégories-là. Donc, ce n'est pas uniquement, comme vous dites, des salariés qui travaillent le lundi matin pour aller travailler dans un bureau face à un ordinateur. Donc, c'est vraiment
La définition de l'OIT, on va pas perdre de temps avec ces considérations-là, mais juste pour donner un exemple, elle est extrêmement large. C'est une période de référence. Dans la période de référence, c'est-à-dire les 7 derniers jours préalables au jour où l'individu a été enquêté. S'il a travaillé au moins 1 heure dans une activité productive, il est considéré comme travailleur. Donc, vous voyez, il y a des situations qui sont extrêmement larges. C'est pour ça qu'il faut passer assez rapidement des questions d'accès à l'emploi à des questions de qualité. Parce qu'au final, dans les pays africains, la plupart des individus occupent un emploi. Ce qui va les différencier, c'est la qualité des emplois qu'ils occupent. Donc voilà, donc pour revenir à votre préoccupation, voilà, il y a tout type d'emploi et dans la mesure où la plupart du travail et des travailleurs se trouvent dans l'auto-emploi dans la plupart des pays africains, donc il faudra effectivement, quand on s'intéresse aux questions de marché du travail, avoir un focus tout particulier sur ça. J'ai vu qu'il y a sur le chat une question sur le secteur informel. Voilà, dites-moi si vous voulez que je réponde à ça ou sinon je peux On faire va un peu prendre plus les 2 tard. questions des participants. Ouais. On va prendre les questions des participants. Je l'ai vu aussi et ensuite on va revenir sur la question de monsieur dans le chat, Diédiou, je pense. Merci beaucoup Pablo, merci Djibril. Donc monsieur Jonas et tous les participants présents, vous avez eu une bonne justification de pourquoi l'importance de ce module sur l'efficacité externe. On a vu dans le module 2 l'efficacité interne, si on fait bien en termes d'efficience au niveau des systèmes éducatifs. Il faut aussi voir qu'est-ce que ça donne à l'externe, c'est-à-dire si justement les sortants des systèmes éducatifs au niveau social, au niveau civique, mais aussi au niveau de l'emploi, que ça soit en auto-emploi, que ça soit l'emploi, comme l'a dit Pablo, au sens large dans une entreprise, etc. Monsieur Jonas, comme vous voyez, on ne parle pas seulement d'emploi dans une entreprise, mais aussi d'auto-emploi. Vous verrez tout ça dans le module. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut analyser pour voir à quel point le système éducatif est aussi efficace à l'externe. Non, monsieur Jonas, s'il vous plaît, on a d'autres participants qui posent des questions. Peut-être vous pouvez revenir après si vous avez d'autres commentaires. Arlette, s'il vous plaît, et ensuite, je pense que c'est monsieur Bach qui avait la main levée. Et après, on prendra la question qui est dans le chat. Arlette? Oui, c'est bon. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Ravi de faire votre connaissance, chers tuteurs. Et merci pour l'introduction de pourquoi on a fait le module 6 dans le cadre de cette formation. C'est bien clair. J'aimerais introduire entrer dans le contenu du module. C'est déjà un peu confus sur les définitions. Voilà, j'ai trois questions à éclaircir. Premièrement, sur la définition de population au chômage et population au chômage caché. Donc, j'aimerais avoir plus de précision sur la définition de ces termes. Pourquoi la population au chômage, ça fait partie de population active et la population au chômage caché, ça fait partie de la population inactive. Voilà ma première question. Deuxièmement, sur l'indicateur, je n'ai pas bien compris alors cet indicateur. La formule même, je n'ai pas compris. Taux NNET dans la page 3 du cours. Il y a quel indicateur? Oui, indicateur taux NEET. Précisez l'indicateur. Indicateur NEET. NEET. Ah, needs. Oui. C'est les needs, c'est les non, ils sont ni ni. formation, ni. Oui, le NINI, je n'ai pas bien compris la signification de ni en emploi, ni en éducation ou formation. Et la formule, surtout, je n'ai pas compris la formule. Et troisième question sur le devoir, sur l'activité 2. Dans la deuxième question, on demande de calculer les taux, mais il n'y a pas de données pour calculer les taux alors. Voilà mes questions. OK, donc on va les prendre les unes après les autres. Donc la première question était, vous avez besoin d'éclaircissement. Oui. Sur la population en chômage et population en chômage caché. OK. Oui. Est-ce que Pablo, Djibril? Moi, je voulais juste dire que désolé, mais j'ai pas entendu la troisième question. Donc j'ai bien la question du chômage, la question du NITS, mais par contre la troisième, si vous pouvez juste répéter. La troisième, à propos de l'exercice. Dans l'exercice, dans la deuxième question,
on nous demande de calculer le taux de chômage, mais il n'y a pas de données pour faire le calcul. Ah, Ok, d'accord. pour les exercices Ok, par ok. rapport au devoir, comme d'habitude, s'il vous plaît, par rapport aux Oui. questions sur le devoir, il faudra le poser dans la foire aux questions parce qu'il faut laisser le temps au tuteur Ah, d'accord. de Ok. voir ça. Donc, on va la noter et on va vous demander surtout, après le chat, de la poser dans la foire aux Préciser. questions pour donner le temps au tuteur de bien regarder ce dont il s'agit. On ne veut pas vous dire D'accord. n'importe Ok, quoi, c'est surtout que ça noté. c'est un devoir. Oui, Merci. c'est noté. Donc, on vous Oui. laisse pour les 2 premières questions. Djibril, Pablo? Djibril, tu veux que j'y aille? Pablo, vas-y, pas de souci. Ok. Vas-y. Bon, il y a Complète-le. le chômage, c'est un indicateur qui, a priori, n'est pas ambigu de la mesure où il y a une définition internationale qui est connue depuis longtemps, définie par le BIT, etc. Et le taux de chômage, vous l'entendez beaucoup, j'imagine, dans les news. C'est un indicateur qui est très utilisé parce que c'est un indicateur qui est considéré comme le taux de chômage est considéré comme un bon indicateur de la performance du marché du travail. Maintenant, si on regarde la définition du chômage selon cette définition internationale, ça repose sur 3 critères qui, en fait, ont plus de sens dans les pays développés, les pays industrialisés, et qui font moins sens dans les pays en développement où le contexte est assez différent et assez particulier, dominé par l'informalité, etc. Donc là, je vais reprendre rapidement les trois critères. Bon, bien sûr, on est au chômage si on ne travaille pas, c'est déjà le premier critère. Si on est disponible pour travailler et qu'on est prêt à travailler. Donc, il y a ces trois. Si on est disponible pour travailler et qu'on recherche activement un emploi. Ça nous amène, dans le contexte des pays africains, mais aussi des pays d'autres régions en développement, à des taux de chômage qui sont relativement bas, voire très bas. Vous me direz si c'est le cas dans votre pays. Et donc, si on s'arrête à cet indicateur, on voit qu'effectivement, on pourrait rapidement arriver à la conclusion que ces marchés de travail fonctionnent correctement. Il n'y a pas beaucoup de lacunes à combler. Donc, ce qui se passe, c'est que comme ces indicateurs n'est pas vraiment adaptés à la situation du marché du travail des pays africains et des autres pays en développement, on a des versions alternatives de cet indicateur qu'on peut appeler de différentes façons. Ça peut être le chômage caché ou ça peut être… alors, le chômage caché, ça va être prendre en compte les chômeurs découragés. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup en Afrique. Ça va être dû à l'absence d'opportunités d'emploi et aussi au fait que les individus, les jeunes, n'ont souvent pas les compétences qu'il faut pour accéder aux emplois qui sont a priori disponibles de leur région. Et ben, ils se retrouvent bloqués dans des situations de chômage prolongé et compte tenu du contexte des pays africains où il y a des niveaux de pauvreté qui sont quand même relativement élevés et aussi une absence ou une quasi-absence de filet de sécurité sociale, de protection sociale, les individus ne peuvent pas vraiment se permettre de rester longtemps dans ces situations de chômage. Et donc, c'est un phénomène qu'on observe, hein, c'est le découragement, c'est-à-dire que ces individus renoncent en fait à cette recherche active d'emploi. Donc c'est pour ça qu'il y a différentes façons de calculer le chômage. Il y a la définition stricte, il y a la définition élargie. On va retirer ce troisième critère de recherche d'emploi. Il y a une définition intermédiaire où on va exclure uniquement les travailleurs découragés. Et selon la définition qu'on utilise, on va avoir des niveaux de chômage qui sont différents. Et plus on élargit, plus on ouvre la définition de chômage et plus on s'éloigne de la définition de chômage strict qui est définie au niveau international pour prendre en compte les particularités des pays, en particulier des pays africains, et plus on va voir qu'il y a différents problèmes qui apparaissent et qui justement méritent d'être analysés en détail et méritent de comprendre quels sont un petit peu les tenants et les aboutissants et quels sont les facteurs au niveau de l'offre et la demande qui les influencent. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais trop parler. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a une définition du chômage qui est stricte. Et donc là, tous ces individus selon cette définition du chômage vont être, au niveau international, vont être considérés dans la population occupée. Vous parliez de ce concept tout à l'heure. Et puis, si on s'éloigne de cette définition stricte du chômage, là, on va aller piocher des individus qui initialement étaient dans l'inactivité et on va les faire basculer, on peut les faire basculer dans le chômage pour dire que, écoutez, les problèmes du chômage dans les pays africains, par exemple, c'est beaucoup plus large de ce qu'on pense. Ça prend en compte certains phénomènes qui sont saillants dans ces pays-là et qui devraient être pris en considération
parce que sinon, on va aboutir, comme je disais au début, à des taux de chômage qui sont extrêmement faibles, qui pourront induire beaucoup d'individus dans l'erreur et penser que, voilà, finalement, les marchés de travail ne fonctionnent pas si mal en Afrique, parce que comme vous pouvez le voir, on ne dépasse pas des taux de chômage à 3, 4 ou 5%. Juste peut-être pour parler du NEET. Alors, l'indicateur NEET, c'est un indicateur qui est important dans la mesure où c'est un indicateur qui a été réuni dans les OMD, les ODD, pardon, les objectifs de développement durable. Pourquoi c'est un indicateur qui a été retenu? Parce que c'est un indicateur qui, en gros, permet d'identifier les individus qui sont ni scolarisés, ni en formation et ni en emploi. Donc, ça veut dire que c'est des individus qui sont vraiment, qui ont un risque d'exclusion sociale très important, avec toutes les conséquences qui peuvent découler derrière. Ces individus qui donc génèrent pas de revenus à travers l'emploi et qui ne développent pas leur expérience professionnelle, mais qui ne développent pas non plus leurs compétences à travers une formation ou à travers l'éducation. Donc, il y a lieu vraiment de s'inquiéter des individus qui se trouvent dans cette situation. C'est pour ça qu'on calcule cet indicateur et on voit que dans certains pays, il peut atteindre des niveaux très élevés, ce qui appelle à pas mal de réponses politiques derrière. Voilà. Merci Pablo. Djibril, tu aurais des compléments? Ensuite, je demanderai à Arlette de préciser si ça répond à ces questions, parce que j'ai l'impression, Pablo, que ce sont des explications sur le pourquoi, mais je ne sais pas si Arlette souhaitait aussi des explications sur carrément la définition de l'indicateur. Donc, on va demander à Arlette de préciser après. Djibril, tu as des compléments à la réponse de Pablo? Tu es sur mute, Djibril. OK. Donc, en complément aux explications apportées par Pablo par rapport à ces indicateurs-là, le premier, quand on parle de population au chômage, la définition stricte du BIT, en fait, c'est une définition standard. Cette définition-là sert de comparaison entre les taux de chômage entre différents pays. Parce que c'est vraiment une définition standard. Il faut avoir une situation et être en situation de recherche d'emploi. Vraiment, cet élément-là, c'est important, être en situation de recherche d'emploi dans la définition stricte du taux de chômage. Par contre, pour le taux de chômage élargi, on introduit cette cible-là qui est peut-être découragée, qui a cherché, mais vu le contexte économique, n'a pas trouvé et finalement se retrouve donc à ne plus chercher, à être inactif. On le met dans la population, cette cible-là, on la met dans la population inactive. Ce qui fait que par rapport à notre analyse, le taux de chômage strict va servir de référence, mais le taux de chômage élargi, c'est vraiment selon les pays, selon les contextes des pays, pourquoi les gens ne continuent pas à rechercher un emploi. Donc, est-ce qu'il y a des politiques, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place pour reprendre cette population-là et pour l'intégrer dans le système économique, les rendre actifs? Donc, c'est important de le savoir. Et ça, c'est vraiment une question très pertinente. Et ça m'amène à parler de la différence. Parce que souvent, quand vous rentrez dans la formation, vous avez souvent il y a une confusion qui est faite dans l'indicateur taux de chômage, le taux d'emploi. Attention, le taux d'activité, le taux de chômage, ils ne sont pas complémentaires, ces deux indicateurs, parce qu'ils n'ont pas la même référence. Le taux d'activité est calculé donc sur la base de la population en âge de travail, tout comme le taux d'emploi, mais le taux de chômage est calculé par rapport à la population active. Par rapport à la population active, pas par rapport à la population en âge de travailler. Donc, vraiment, cette différence-là, ça me permet de vous la désigner et il faudrait que vous vous en preniez compte dans les différents calculs. Certainement que dans l'activité dont parlait Tessa tout à l'heure, nous reviendrons s'il y a des éléments à donner, des données à mettre à votre disposition pour que vous puissiez faire les différents calculs. Juste le temps de vérifier ça. Merci. Arlette, est-ce que ça a répondu à votre première question? Oui, la première question, c'est bon, mais la deuxième, je n'ai pas bien compris le NEET. Le NEET. Le NEET. Le NEET, ouais, le NEET, c'est la population de jeunes. En général, c'est calculé pour les jeunes qui ne sont ni en situation d'emploi, ni en situation d'études ou de formation. Donc, c'est la population jeune globale. On enlève déjà la situation des jeunes qui sont sans emploi et la population des jeunes qui ne sont pas en situation de formation ou d'éducation par rapport à la population totale des jeunes.
Vous comprenez mieux à quoi? Voilà. La et la formule. formule, OK. la formule dans le cours, je n'ai pas bien compris. Hein. Au numérateur, il y a jeunes, moins jeunes ayant un emploi, moins jeunes n'ayant pas d'emploi, mais poursuivant les études. C'est le numérateur que je n'ai pas bien compris dans la formule. C'est quelle page? Vous pouvez nous rappeler la page? C'est page 23, dans la page 23. La page 23. OK. Alors, je l'ai en face de moi. OK. La page 23. OK. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, là, c'est peut-être une coquille, mais elle a raison. Parce que le taux NEET, on dit bien ici la population de jeunes, moins la population ayant un emploi, n'ayant pas un emploi, c'est ce qu'il faut mettre. Et la population, moins la population n'ayant pas un emploi, mais poursuivant des études de formation. En fait, si je peux rebondir, toutes les formules sont correctes. C'est juste qu'on décortique beaucoup. Par souci justement d'être précis dans le cours, on décortique tout. Mais là, la formule est correcte. C'est-à-dire, en fait, on part de la population totale des jeunes. Donc là, il faut se poser la question de c'est qui les jeunes. Bon, ça c'est peut-être une autre question, mais 15-29, 15-35, on prend la population totale des jeunes. Et on fait exactement ce qui est écrit dans le cours. On prend ces jeunes, on retire ceux qui ont un emploi. On retire ceux qui ont un emploi. Après, qu'est-ce qui reste? Il y a tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi. On va voir parmi ces individus, excusez-moi, ceux qui sont scolarisés ou qui suivent une formation quelconque, hein, ça peut être tout type de formation, et ces individus, on les exclut. Donc après, on reste avec quoi? On reste avec tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas scolarisés, qui ne suivent pas de formation. Est-ce que c'est cette formule qui pose problème ou est-ce que c'est la suivante, celle qui est plus bas? Est-ce que c'est le taux NEET? Est-ce que c'est le taux NEET que vous avez de mal à comprendre? C'est la formule du taux NEET même qui me pose problème. Il manque des parenthèses là-dessus, sur le numérateur. Dans le numérateur, il manque des parenthèses ou c'est... Non, ce sont des additions, donc on n'a pas besoin de... Non, il n'y a pas besoin de parenthèses. Je vais prendre un exemple précis avec des chiffres, si tu permets, peut-être qu'on va bien se comprendre. Si j'ai une population de 10 jeunes, hein, parmi ces 10 jeunes-là, il y en a 5 qui ont un emploi. Il faut que je les enlève. Il en reste 5. Parmi les 5 qui restent, il y en a 2 qui poursuivent des études. Il faut que je les enlève. C'est pourquoi il y a les 2 moins. Donc finalement, il me reste 3. Sur la population totale de base de 10. Tu comprends? Oui. J'ai 10, j'enlève les 5 premiers qui sont en situation de travail, qui ont un emploi. Oui. J'enlève ensuite parmi les 5 restants 2 qui sont en formation ou en poursuite d'études. Il m'en reste 3. Les 3, je les rapporte à la population totale de base de 10. Donc le NEET va devenir 3 sur 10. D'accord, c'est clair. Merci, c'est clair. Et juste pour le besoin comment dirais-je, de parenthèses, comme c'est une addition et comme c'est au numérateur, on n'a pas besoin de parenthèses en fait. Donc c'est juste une simple somme. C'est ça. Ce sont des additions, il n'y a pas d'ordre, c'est une addition plus. Donc il n'y a pas de nécessité forcément ici de mettre des parenthèses. Mais je pense que tu as compris ce qu'a expliqué Djibril sur la formule. Donc, ça te semble clair, c'est la population NEET sur l'ensemble des jeunes, quelle que soit leur situation, en emploi ou en formation ou sans emploi, sans formation. Très bien, merci Arlette. Et pour la troisième question qui porte sur le devoir, s'il te plaît, poste-la dans la foire aux questions et les tuteurs prendront le temps de regarder ça correctement et te revenir. Merci Arlette. Donc, je pense que c'est Monsieur Ba et ensuite on va prendre la question dans le chat. En plus, je vois qu'il y a encore Jonas et ensuite Bassine. Bassine, monsieur Ba, pardon. Merci, Madame Tessa. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Surtout aux tuteurs. Et vraiment, merci pour cette discussion qui commence quand même à lever certains équivoques. Parce que quand même, par rapport surtout à certains concepts, il y avait à mon niveau des problèmes de compréhension. Mais les interventions des uns et des autres quand même nous ont permis quand même d'avoir une idée beaucoup plus claire vraiment de ces concepts-là. Néanmoins, on va un peu relancer
par rapport à la définition toujours de certains concepts. Par exemple, par rapport à la définition du travail, il y a deux aspects qui me semblent importants. C'est par rapport à la rémunération et par rapport au profit. Maintenant, à ce niveau-là, la question qui me vient rapidement à l'esprit, par rapport donc à la population active, parce que quand on parle de profit parfois, je pense rapidement au travail qui est exercé, par exemple, dans le cadre surtout de nos pays africains là, par les femmes, surtout au niveau des travaux domestiques, parce qu'en faisant un travail domestique, il y a un profit qui est tiré, et même si du point de vue social, mais aussi on travaille aussi surtout dans les champs, parce qu'ils utilisent souvent l'essentiel de la population active. Je ne sais pas maintenant, dans le cadre de la définition donc, du travail, est-ce que ce travail-là déjà est considéré dans le calcul donc, de la population active? Ça, c'est d'un. Et ensuite, maintenant, par rapport au taux de chômage caché, Arlette est revenue largement dessus. Et il me semble qu'il y a un aspect qui me semble important qu'il faudra souligner, c'est l'aspect découragé. Est-ce qu'il y a des indices ou bien des indicateurs qui nous permettent un peu de prendre en charge ces termes découragés-là, pour pouvoir inclure ces gens-là dans le calcul, par exemple, du taux de chômage caché. L'autre aspect qui me semble important, on l'a un peu évoqué aussi, c'est par rapport à un indicateur que vous avez un peu évoqué, l'indicateur 8.7.1, qui parle un peu de la proportion et du nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent. Et nous savons qu'ici, aujourd'hui, dans l'éducation de base au Sénégal, ça va jusqu'à 16 ans. Maintenant, est-ce que dans ce calcul-là, si on avait, nous, à calculer ce travail-là, est-ce qu'on devait se limiter à 16 ans, proportion et nombre d'enfants âgés de 5 à 16 ans qui travaillent, ou d'aller jusqu'à 17 ans? Parce que si on va jusqu'à 17 ans, c'est en fonction peut-être de la réalité des pays. Alors que nous, l'éducation de base s'arrête à 16 ans. Donc, si on devait prendre les enfants qui travaillent, parce qu'on suppose que ces enfants-là, en réalité, ne devaient pas travailler, d'après ma compréhension, ils devaient être dans le système en train d'apprendre. Mais nous, on pense qu'au-delà de 16 ans, c'est comme si l'obligation scolaire s'arrêtait à 16 ans. Voilà, ce sont ces quelques éléments-là que j'aimerais quand même avoir un peu plus d'explications pour mieux comprendre. Merci. Merci, Monsieur Ba. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si Pablo et Djibril ont pu tout noter. Est-ce que vous voulez vous lancer, Pablo ou Djibril? Oui, Djibril, tu veux que je commence à répondre? Vas-y, je prends note. La question du travail des enfants, ça c'est très intéressant. Bon, la question du travail des enfants, malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas négligeable dans pas mal de pays africains. C'est un phénomène particulier, le travail des enfants. Il ne faut pas considérer que ça fait partie de la main-d'œuvre. C'est les enfants qui travaillent, effectivement, certaines conditions, mais voilà, à distinguer de la main-d'œuvre, c'est-à-dire quand nous on parle de main-d'œuvre, on exclut ce phénomène qui est particulier et qui mérite vraiment une analyse propre. Pour répondre concrètement à la question, moi, mon point de vue, c'est que si au Sénégal, c'est de 5 à 16 ans, utilisez au Sénégal ou dans, je ne sais pas quel est votre pays, pardon, utilisez la définition nationale. Maintenant, si on fait une étude comparative sur plusieurs pays africains, c'est normal qu'on bascule sur des tranches d'âge qui sont couramment utilisées. Voilà, ça dépend un petit peu de l'analyse que vous faites. Après, par exemple, si on prend 5-17 ans, il y a deux choses. Parce qu'on va dire, par exemple, dans le pays qui vous intéresse, l'âge légal pour travailler, c'est 15 ans. Bon, de 5 à 15 ans ou à 14 ans, on va considérer grosso modo que tout type de travail, c'est du travail des enfants. Ces individus ne devraient pas travailler, ils devraient être plutôt à l'école pour suivre une éducation de base. Après, les individus qui sont dans la tranche d'âge supérieur, par exemple de 15 à 17 ans, dans la plupart des pays, à partir de 15 ans, on peut travailler. Donc, de 15 à 17 ans, on va considérer des types d'emplois qui sont très particuliers. Il y a différentes définitions de formes dangereuses, du travail des enfants, etc.
Et donc, on a vraiment considéré des types d'emplois qui peuvent nuire à la santé et à plusieurs aspects liés au développement des individus, des jeunes à cet âge. Donc ça, je crois que j'ai plus ou moins répondu à cette question-là. Pour la question du taux de chômage caché, moi, en ce qui me concerne, comment on peut montrer le découragement? Tout bêtement, dans les enquêtes ménages, c'est là où traditionnellement, c'est les sources de données premières qu'on utilise pour mesurer le chômage, l'emploi, etc. Dans pas mal de pays, y compris, je pense, dans les pays africains, on a souvent une question qui explique les causes du chômage. Mais ce qui nous intéresse ici en particulier, c'est les raisons pour lesquelles les individus peuvent abandonner la recherche d'emploi. Et là, il y a souvent différentes possibilités de réponses pour les individus. Et on considère souvent que les réponses liées à absence d'opportunités d'emploi dans le milieu des individus et aussi compétences inadéquates, c'est vraiment des facteurs qui reflètent le découragement des individus. Donc ça, c'est de façon très opérationnelle les méthodes qu'on peut utiliser pour identifier ces individus. Après, la première question, si je n'ai pas oublié, en gros, si j'ai bien compris, dites-moi si je me trompe, c'est la question d'est-ce qu'on prend en compte les individus qui ne sont pas rémunérés, non, dans l'emploi? Est-ce que c'était ça, grosso modo, la question? Pour résumer, ceux qui travaillent dans les champs. Effectivement. Là, oui, il faut prendre en considération les gens qui ne sont pas rémunérés, parce que je vais donner juste une catégorie, les aides familiaux. Les aides familiaux ou ce qu'on a, on a les contributing family workers en anglais, c'est en gros les individus qui participent à une activité économique familiale. Et c'est souvent justement dans les champs, quoi. Les familles en milieu rural, par exemple, qui ont un petit lopin de terre. Et on va demander aux jeunes qui sont encore à la maison d'aider les parents pour cultiver les patates, etc. Voilà. Ces individus, même s'ils participent à une activité économique qui est productive dans un certain sens, cet individu-là n'est pas nécessairement rémunéré. Et on sait que dans le cas des aides familiaux, dans la plupart des cas, ils ne sont pas rémunérés. Ils tirent pas un gain pécuniaire de l'appui qu'ils peuvent apporter à leurs parents. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Mais justement, et malheureusement, dans les pays en développement, on observe souvent une part non négligeable d'individus qui travaillent sans être rémunérés ou qui sont rémunérés, mais qui obtiennent des niveaux de rémunération qui sont largement suffisants pour subvenir à leurs besoins. Merci Pablo. Djibril? Merci Pablo. Juste 2 éléments de complément. Donc, pour enchaîner sur la classification dans la profession, il y a vraiment ça, je tiens à ce que vous y reportiez à la page 27, un modèle de classification donc, qui sert un peu de repère pour la subdivision des différents travailleurs. On a les employés salariés, les employeurs, ceux qui travaillent à leur compte, les membres des coopératives de producteurs, les travailleurs familiaux aidants, ou travailleurs familiaux dont parlait tout à l'heure mon collègue Pablo. Et on a une classe, ce qu'on appelle les travailleurs non classifiés par statut. Vraiment, qui regroupe un peu ceux pour lesquels on n'a pas pu faire un signe distinctif par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, par rapport au travail qu'ils font. Mais en tout cas de cause, nous, ce que nous considérons comme travailleurs, c'est ceux qui sont en activité, qui produisent quelque chose au moment de l'enquête ou qui l'ont produit à des moments très récents par rapport à l'enquête. C'est en fait cela. Le profit, maintenant, ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment, de mon point de vue et notre point de vue, et nous verrons dans le module, au niveau du rendement produit par le travail que l'individu fait selon son niveau de formation, son niveau d'éducation. Et là, on aura des rendements économiques ou des rendements sociaux. Donc, quand vous parlez de profit, donc, ça vous fait penser aux rendements économiques et qui sont détaillés donc, au sein de ces rendements. Malheureusement, la connexion coupe un petit peu, Djibril. Parfois, on ne comprend pas tout. Monsieur Bas, est-ce que vous avez bien comprendre la réponse de Djibril? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Okay. Est-ce que Pablo et Djibril ont pu répondre à votre question? À vos questions? Est-ce que c'est clair maintenant sur tous les points que vous aviez?
Oui, ça va. Vraiment, ça va. Ça me permet vraiment de mieux comprendre. Merci. De toute façon, nous restons ouverts sur la foire aux questions. Mhm. Nous restons Oui, ouverts sur monsieur. la foire aux questions. Monsieur Jonas, je vois que votre main est encore levée. Est-ce que vous avez oublié de la baisser ou est-ce que vous avez de nouvelles questions? Ah, et on doit aussi prendre Oui, la question de monsieur. Pardon, j'ai oublié la question de monsieur Djedou. Est-ce que vous aviez des nouvelles questions? Mais d'abord, on va répondre à la question de monsieur Djedou. C'est juste pour savoir si vous avez d'autres questions, monsieur Jonas. oui. Ok. Alors, on va répondre à la question de monsieur Djedou qui attend depuis tout à l'heure. Ensuite, on va vous donner la parole. Ensuite, ça sera Bassine, Célestin et Michel. Donc, la question de monsieur Djedou qu'il a saisie dans le chat, c'est « Bonjour, pouvez-vous revenir sur l'explication de deux concepts qui ne sont pas développés dans le module 6 ? Il s'agit de secteur formel et secteur informel. » Djibril, Pablo, est-ce que vous pouvez répondre à monsieur Djedou? Merci. Qui ne sont pas développés, il a dit, mais qui sont abordés. Moi, je retiens juste un élément très important, on reviendra sur les détails. Quand nous parlons de secteur informel, c'est par rapport aux redevances, c'est par rapport à l'activité, mais surtout par rapport à ce que l'État tire de cette activité-là. Moi, je vois la différence surtout au niveau de l'encadrement, de la formalisation de l'activité économique. Il y a bien évidemment d'autres éléments qui sont déjà développés dans le cours, mais cette différence-là est à retenir. Pablo? Oui, la distinction entre secteur formel et informel, en fait, comment on fait pour identifier le secteur informel? En gros, c'est toutes les entreprises et c'est principalement dans les faits hein, les micro-entreprises, les entreprises de petite taille qui ne sont pas enregistrées auprès des autorités compétentes. Normalement, quand on ouvre une entreprise, on est censé la déclarer, faire un certain nombre de procédures. Et donc ça, c'est un premier élément. Des éléments qui ne tiennent pas de comptabilité écrite. Voilà, donc on n'a pas d'informations sur leur chiffre d'affaires, etc. Et puis des fois, on associe, surtout quand ces deux informations sont difficiles à obtenir, les données ne permettent pas d'obtenir ces informations. Souvent, mais ça c'est un raccourci que j'aime pas trop, on va aussi ajouter un critère de taille d'entreprise. Faut savoir que on va considérer que toutes les entreprises qui ont moins de salariés sont automatiquement de facto considérées comme informelles. Alors que c'est vrai que dans la plupart des cas, si on prend les pays africains, par exemple les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que dans la plupart des cas, si l'entreprise est de petite taille, statistiquement parlant, hein, on connaît tous peut-être des entreprises de 3-4 personnes, des startups, etc., qui sont tellement déclarées, mais statistiquement parlant, c'est vrai qu'il y a voilà, le pourcentage la quasi-totalité de ces entreprises ne sont pas déclarées, etc. Mais bon, ça reste quand même un raccourci. Donc, je dirais que les deux critères, c'est vraiment la comptabilité écrite et le fait de ne pas être enregistré. Ça veut dire concrètement quoi? Que ces entreprises, elles ne payent pas de taxes, elles ne payent pas d'impôts. Ça peut être une bonne chose de leur point de vue, mais il faut savoir que quand on opère dans l'informalité, il y a beaucoup de choses qui sont très difficiles. C'est difficile de se financer. C'est difficile de se financer dans le secteur financier. Et il y a aussi d'autres difficultés aussi d'avoir une bonne intégration dans le marché, etc. Voilà. Après, il y a aussi, dernièrement, depuis une vingtaine d'années, on est passé vraiment de la définition du secteur formel-informel à la définition de l'emploi formel-informel, qui est plus globale, qui prend pas en compte qui prend en compte au-delà de l'entreprise la question de la situation de la profession des individus. Donc là, on va voir s'ils sont affiliés à un système de sécurité sociale, etc., s'ils ont un contrat de travail. Donc ça, c'est une définition un peu plus juste qui repose beaucoup plus sur l'individu. Pourquoi en particulier? Parce que ça peut arriver, c'est pas non plus un chiffre qui est énorme, mais ça peut arriver qu'il y ait des entreprises qui sont totalement légales, qui opèrent de façon totalement légale, de façon formelle, mais qui emploient des travailleurs informels. C'est-à-dire qu'ils ne leur donnent pas accès à un certain nombre de droits, de bénéfices liés à l'emploi. En théorie, dans la plupart des pays, quand on est déclaré, quand on est travailleur, quand on est salarié, on devra pouvoir avoir droit à des congés annuels payés, à des congés maladie payés, ce type de choses. Bon, ça peut arriver qu'il y ait une entreprise qui est formelle, qui est enregistrée, qui déclare, qui paye ses impôts, mais qui emploie les travailleurs au black ou ce genre de choses.
Merci Djibril, merci Pablo, je pense que c'est très très clair. Monsieur Oui, Djedou, juste ramener M. Djedou oui. à la page 31 du coup. C'est vraiment très bien détaillé. Peut-être que dans la lecture, tu n'es pas arrivé jusqu'à ce niveau. Ce serait bien que tu puisses t'y pencher. Merci. Merci Djibril. Donc, Monsieur Djedou, si ça vous satisfait, merci de l'indiquer dans le chat. OK, merci pour la réponse, très bien. Donc, nous avions maintenant Monsieur Jonas avec une autre question. Ensuite, Bassine, Célestin, Michel. Merci, Madame Tessa. Une fois de plus, je suis revenu par rapport au module parce que le module est très important. Il y a des éléments qu'on ne comprend pas bien et nous allons essayer de poser beaucoup de questions pour comprendre. En voyant la page 13 sur les agrégats du marché du travail, là, on a parlé de population active de travailler, la main-d'œuvre appelée population active, tout ça. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'on prend en compte les diplômés seulement qui sont sortis des systèmes éducatifs ou bien on prend en compte aussi les gens qui sont, par exemple, dans l'agriculture, dans l'élevage? Je ne sais pas quoi, je pose la question comme ça pour comprendre. Merci. Pablo, Djibril, je pense qu'on vous avait donné des éléments de réponse tout à l'heure, mais vous trouverez tout ça dans le module. Pablo, Djibril. Je peux répondre. On prend en compte tout le monde. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire une analyse particulière sur les sortants du système éducatif, sur les agriculteurs, etc. Voilà, après, vous pouvez travailler sur une catégorie de population particulière. Mais quand on parle, alors vous parlez des concepts, c'est page 13, c'est ça, hein, les agrégats du marché du travail. Oui, donc là c'est tout le monde. Donc, si vous voulez, juste pour un rappel par rapport à ça, parce qu'on procède par élimination. Enfin, comment dire? Au début, on a la population totale. Après, on va exclure les individus qui ne sont pas en âge de travailler, notamment les enfants, les individus qui ont par exemple moins de 15 ans. Bon, si ça ne vous intéresse pas le travail infantile, il n'y a pas de raison de garder cette catégorie de population. Les individus ne sont pas censés travailler à cet âge-là. Après, il peut y avoir aussi une fourchette haute. Ça dépend des pays. Mais on peut vouloir exclure les individus de 65 ans, par exemple, qui ont au-delà de 65 ans, au-delà de 70 ans, parce qu'on peut considérer qu'à cet âge-là, ils ne devraient plus être en train de travailler. Bon, peu importe. Une fois qu'on a exclu ces individus-là, on se retrouve avec la population en âge de travailler, c'est-à-dire des individus qui, normalement, pourraient travailler. Là, on va procéder de façon graduelle. On va, dans un premier temps, déterminer les individus qui travaillent et avec une définition qui est extrêmement large du travail. C'est comme je disais tout à l'heure, je ne la connais pas par cœur la définition, mais elle doit être très bien expliquée dans le module. C'est une définition extrêmement large qui ne dépend pas du niveau d'éducation, du type d'activité que font les individus. Ça peut être un agriculteur qui travaille dans son lopin de terre en milieu rural à 2000 mètres d'altitude, ou comme un individu qui est catégorie un CSP+, qui va travailler au plateau dans une grande banque. Donc, il n'y a vraiment pas de... on va considérer toute activité économique, comme le disait tout à l'heure aussi Djibril, qui permet qui contribue à dégager un profit ou un revenu. Après, il y a les questions d'autoconsommation qui sont un petit peu à part. Et quelle que soit cette activité, si l'individu prend part à ces activités économiques, ces activités productives, il va être catégorisé dans la population en emploi actif occupé. Après, parmi les individus qui restent, on va déterminer ceux qui sont au chômage avec les critères qu'on a vus au préalable. Donc, un individu qui ne travaille pas, mais qui est disponible que pour travailler et qui recherche activement du travail, si on s'intéresse si on utilise la définition internationale du BIT. Et puis après, tous les individus qui restent, donc ces individus sont définis de façon résiduelle, ça va être les inactifs. Mais si j'ai fait tout ce rappel, c'est pour dire que c'est vraiment ces éléments qui sont pris en considération. Tout le reste, on ne le regarde pas à ce stade. Donc, peu importe le niveau de diplôme des individus, et pour la population d'emploi, peu importe sa situation de la profession, le secteur d'activité dans lequel il travaille, etc. Madame Tessa, si vous comprenez, il y a une petite question. OK, ça sera la dernière parce qu'on va aussi donner la parole à vos autres collègues. Ça sera la dernière. D'accord. S'il vous plaît, la foire aux questions. D'accord. OK. Je ne sais pas, Oui, juste un complément. Okay. Donc, comme Pablo l'a dit tout à l'heure, il faut bien comprendre, Jonas,
qu'on a une analyse globale du marché du travail, où on ne fait pas de distinguo sur le type de profession, d'activité déroulée, etc. Bon, vraiment, on regarde des agrégats, on les appelle des agrégats. Mais par la suite, nous qui sommes du secteur du système éducatif, de l'éducation et de la formation, nous avons intérêt à voir ce marché du travail-là, quelle est sa relation avec le système éducatif. Ceux-là qui travaillent, quel est le niveau avec lequel ils sont entrés dans le marché. Quelle est la profession qu'ils sont en train d'exercer. Donc, ça nous permet des niveaux de désagrégation. Quelqu'un qui serait dans l'autre domaine, par exemple du domaine de la santé, lui s'occuperait d'autres indicateurs. Oui. Donc, il faut comprendre déjà, on a globalement le marché du travail et chacun dans ce marché-là essaie de voir quelle est la relation qu'il a avec, par rapport à au secteur dans lequel il travaille, pour pouvoir donc améliorer ce secteur ou avoir des indications précises pour donner des orientations donc, de booster ce secteur-là. Ça, il faut voir ainsi. Merci, Djibril. Monsieur Jonas, la dernière question, s'il vous plaît. Après, Oui. vous avez la fois aux questions. Il y aura aussi d'autres temps où Djibril pourra répondre à vos questions. On va même faire un autre team, hein? Oui, il y aura d'autres, il y aura même les, comment dirais-je, les heures de permanence, etc. Et on va revenir là-dessus après. Allez-y, Monsieur Jonas. Ensuite, on donne la parole aux autres collègues. Oui, tout à l'heure, je viens d'écouter qu'il faut prendre en compte toutes les personnes, toute la population, et après, il faut trier. Maintenant, à quelle période on peut faire l'enquête pour calculer ces agrégats? Parce que si vous prenez, par exemple, ceux qui sont dans le secteur agricole, il y a certains pays où il y a une seule saison de pluie seulement. Et la saison sèche, ils sont en chômage. Alors, s'il faut calculer le taux de chômage, ça va être plus grand. C'est pourquoi je pose la question de savoir à quelle période faut-il faire l'enquête. Oui, Pablo. Oui, très bonne question. Ouais. Très bonne question parce que alors l'enquête pour moi elle devrait être réalisée toute l'année. Il y a des enquêtes. Hein, je sais que souvent les enquêtes de ménage elles sont réalisées à une période donnée. Et là on a un problème parce qu'il y a des activités qui sont saisonnières où selon la période de l'année on va se retrouver avec beaucoup d'individus en sous-emploi. Et d'autres périodes de l'année, ça peut être l'inverse. Ça peut être des pics de travail où là, justement, on sera en manque de main-d'œuvre. Donc, moi, alors, je suis pas un statisticien expert en réalisation d'enquête, donc peut-être Djibril pourra en dire plus, mais moi, je pense que ce qui est bien, c'est que l'enquête soit réalisée toute l'année. On a une partie de l'échantillon qui va être, je ne sais pas, enquêté au premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Après, ça dépend des possibilités, ça dépend du budget à disposition. Mais en tout cas, les enquêtes, et ça on en voit souvent, qui sont réalisées à un moment précis. Par exemple, je sais pas, je vais dire du 15 juillet du 15 au 30 juillet. C'est vrai que c'est pas génial, c'est pas l'idéal parce que du coup, ça permet pas de refléter cette question de saisonnalité qui est très importante. C'est lié aussi au fait que dans nos pays africains, les activités restent dans une large mesure concentrées dans le secteur primaire et surtout dans le secteur agricole. Et c'est là où justement on a des activités qui sont très saisonnières. Et puis aussi, on a beaucoup aussi d'activités industrielles qui sont liées justement à ces activités agricoles et qui par ricochet, ont une certaine saisonnalité. Donc, effectivement, à prendre en considération cette question de saisonnalité. Merci Pablo. Djibril, des compléments? Et juste pour compléter, ouais, donc en fait, c'est une question très pertinente. Parce que les données peuvent être faussées selon la période à laquelle on fait l'enquête. Mais vraiment, pour ce qui concerne ces indicateurs-là, en fait, de ma connaissance, il n'y a pas de précision par rapport à la date, par rapport à la période. C'est selon les moyens, c'est selon le contexte, selon aussi les orientations de l'État. Et souvent, c'est combiné même avec, on peut parler des enquêtes de ménage et des enquêtes de recensement de la population. Au Sénégal, bon, M. Bal vient de faire l'enquête des enquêtes de recensement de la population. En même temps, il y avait des questions relatives à la situation en emploi des personnes aidées. Donc, tout cela va donner des informations à ce moment-là. C'est vraiment, peut-être que les données ne sont pas, je dirais, fiables. Elles sont fiables, bien évidemment, par rapport au processus technique, par rapport à la démarche, mais elles peuvent être relativement analysées.
Merci pour cette Merci. précision. Monsieur Jonas, ça répond à votre question? Très bien. Merci beaucoup, Madame Teza. Merci pour les enseignants aussi. Merci. Bassine, c'est à vous. Bonjour, chers tuteurs. Bonjour, madame. Bonjour à tous les Bonjour, Bassine. camarades de promo. Voilà, merci. Donc, comme l'ont dit les autres, hein, c'est un module très intéressant, mais bon, j'ai une dernière question. Hein, bon, j'allais la mettre en dernière position, mais je réponds tout de suite dessus là avant de passer aux autres là, parce que bon, c'est tellement intéressant que quand on commence vraiment à lire le module, du coup, Madame Quinquin entre là son team de démarrage là, alors que vraiment on n'est pas au quart ou au tiers de lecture. Donc, ce serait très intéressant de dépasser au moins, oui, la première semaine de lecture pour que vraiment on ait beaucoup d'éléments et puis voilà, quand les tuteurs expliquent, voilà, qu'on comprenne mieux davantage, quoi. Bon, ma compréhension. Bon, maintenant, il y a une question aussi qui est vraiment la dernière là, que j'avais enregistrée, prise en charge. Donc, c'était ceux qui travaillent de manière saisonnière. Hein. Bon, j'ai bien compris maintenant. Maintenant, pourquoi aussi rapporter le taux de chômage à la population en âge de travail, par exemple, au lieu de la population active? Bon, là, bon, ça me travaille depuis avant-hier, là. Pourquoi c'est pas rapporté à la population active? Voilà, Wow. c'est ça. Maintenant aussi, pour les enfants, là, et si, par exemple, une personne qui a un âge inférieur à 15 ans et qui travaille, par exemple, où le classer? Parce que dans le cours, on a lu quelque part que pour certains pays, voilà, à partir de 12 ans, les enfants, voilà, travaillent, etc. Bon, là, tu es un peu séparé ou bien tu as un dilemme de les classer, de les laisser dans les inactives, bon, en âge de travail, etc. Mais comme c'est expliqué, parfois, certains pays, on peut le leur accepter. Bon, là, si l'enfant travaille maintenant, ou le classer. Pour ce qui est du secteur, des secteurs formels, informels. Bon, maintenant, lorsque quelqu'un se déclare, par exemple, un travailleur individuel qui se déclare avec ses papiers à la chambre de commerce ou bien peut-être à Apix, par exemple, si c'est chez nous, il a son registre de commerce, NINEA, etc. Là, où est-ce qu'on pourrait le classer, en formel ou en informel? Bon, et ce qui est, voilà, je crois que c'est tout. Hein. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci, Bassine. Bassine, juste un petit commentaire par rapport à ton commentaire. C'est pour éviter que ça te travaille trop longtemps que je lance un Teams de démarrage. Et après, il y aura d'autres Teams. OK, merci à Allez-y, Djibril et Pablo pour toutes ces questions de Bassine. Alors, c'est toujours moi qui commence, donc je ne sais pas si Djibril, tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Vas-y, Pablo. Vas-y. Ok. Bon, je réponds en commençant par la dernière question. Moi, je dirais qu'ils sont semi-informels. Non, mais sérieusement, je pense qu'ils sont. Enfin, c'est-à-dire que il faut que l'entreprise soit enregistrée auprès des autorités compétentes. Donc là, c'est le cas par rapport à l'exemple que vous avez pris. Mais ça ne suffit pas. Il faut, et j'insiste aussi sur le critère de comptabilité écrite. S'il n'y a aucune comptabilité qui est tenue, cette entreprise-là, elle opère dans l'informalité et en théorie, elle devrait se trouver dans des problèmes. Parce qu'il y a une obligation, alors je ne sais pas exactement comment ça marche dans la pratique dans les différents pays, mais il y a une obligation de déclarer les activités, de payer des taxes et des impôts, etc. Donc, si j'ai bien compris votre question, si je réponds bien à votre question, il y a effectivement la question d'être enregistré, mais ça ne suffit pas. Il faut que aussi la comptabilité écrite. La deuxième, je vais enchaîner avec la première question. Alors, le taux de chômage, donc c'est un rapport hein, entre deux chiffres. Il y a un numérateur, un dénominateur. Alors, le dénominateur, en fait, c'est effectivement la population active, population économiquement active, ou encore force de travail. Enfin, ça a plusieurs noms. Ce n'est pas la population totale. Peut-être que là, il y a une incompréhension. Peut-être qu'il faut clarifier ça dans le cours. Mais en gros, ça veut dire qu'on exclut les inactifs et on conserve. Alors, le numérateur, c'est les chômeurs.
le dénominateur en bas, on a les chômeurs plus les travailleurs. La somme des deux, c'est la population économiquement active. Voilà, et ça n'a pas d'intérêt de conserver les inactifs parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le dénominateur, on va regarder ça de plus près. Il y a les chômeurs et les travailleurs. Dans ces deux catégories d'individus, c'est des individus qui ont fait la même chose, qui ont cherché du travail. La grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y en a qui ont réussi à obtenir un emploi, c'est les travailleurs, et il y en a qui n'ont pas réussi à obtenir un emploi, c'est les chômeurs. Voilà, en fait, en gros, le taux de chômage, ça revient à regarder parmi les individus qui sont disponibles pour travailler et qui voudraient travailler et qui ont cherché du travail. Encore une fois, si on prend la définition internationale, et ben, ceux qui n'y arrivent pas. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est les chômeurs et on a justement ce taux de chômage. La troisième question sur les enfants, alors attendez, je crois qu'elle était un peu plus complexe cette question-là. Écoutez, tout dépend de l'analyse que vous voulez faire. Si on veut faire les choses proprement, on va dire dans un pays déterminé, l'âge légal pour travailler, c'est 15 ans. Si nous, on s'intéresse à la main-d'œuvre, les individus qui ont en dessus de 15 ans, on devrait les exclure. On ne devrait certainement pas les inclure de la population en emploi. Mais on ne devrait même pas les exclure dans la population au chômage ou la population inactive parce que c'est des individus qui ne sont pas de la population en âge de travailler. Ces individus qu'on va tout simplement ne pas considérer. Ça ne veut pas dire que ça ne nous intéresse pas, ce phénomène-là. C'est un phénomène qui est très important, qui est très préoccupant. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un phénomène qui est particulier, qui mérite une attention particulière, qui est traité avec des... Je sais qu'il y a souvent les enquêtes posent des questions à partir de 10 ans, 12 ans, des fois même ça descend jusqu'à 5 ans. Mais si on veut traiter la question du travail des enfants, il y a des enquêtes qui sont particulières pour ça. Ça s'appelle les enquêtes sur le travail des enfants et qui permettent vraiment d'apprécier le phénomène de façon précise et de façon correcte avec tous les indicateurs qui peuvent exister et qui sont définis au niveau international. Je m'arrête là, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Bassine? Donc, pour confirmer, Oui. juste confirmer, Pablo, donc les enfants en dessous de cet âge-là, comme vous le dites, ils ne sont pas en âge de travail. Ils travaillent peut-être, mais bon, c'est peut-être contraire à la législation dans ces différents pays-là. Donc, dans les calculs, nous ne pouvons pas les considérer étant dans la population active. Par contre, pour ce que vous disiez tout à l'heure, le taux de chômage est bien calculé par rapport à la population active dans le cours. Vraiment, le dénominateur, c'est la population active. On a la population au chômage sur la population active. C'est bien ça. Donc, peut-être qu'il y a une erreur de lecture ou d'expression tout à l'heure. Par contre, c'est le taux d'emploi qui est calculé par rapport à la population en âge de travail. Oui, cher Tito, c'est bon? Ça, peut-être erreur d'écriture, bon, pas peut-être de lecture, mais d'écriture, parce que dans le module, on a mis taux de chômage, c'est rapporté à la population en âge. Bon, c'est ce que j'avais compris sur la population active, normalement, mais bon, comme ça était, voilà, c'est ça, c'est écrit sur la population en âge. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez préciser la page? Il faut voir la page 19. Vous êtes sur quelle page? Moi, je suis à la page 19 et c'est bien, le dénominateur, c'est bien population active. Peut-être que c'est dans une autre formule. La page 19 en face de moi. Un taux de chômage. OK, population active. Taux d'emploi. Taux d'emploi, est-ce que c'est le... Le taux d'emploi, c'est donc la page... D'accord. Avançons. Et s'il vous plaît, si vous retrouvez... Là, vous pensez qu'il y a une erreur ou ce qui vous a... Oui, c'est la page. C'est la page 18. Est-ce que j'ai activé mon micro même? C'est la page 18. Je suis à la page 18, voilà. D'accord. Là, c'est bien le taux d'emploi. Oui, c'est le taux d'emploi, oui, rapporté à la... Le taux de chômage est donné à la page 19. Page 19, oui, c'est ça. Bon, pour les... C'est très bien, j'ai compris et je vous remercie sur les éléments explicatifs là. Mais peut-être c'est de le faire de classer là les enfants moins de 15 ans dans les inactifs, la population inactive ou peut-être en âge ou bon, je ne sais pas où les comptabiliser là. Bon, ça reste un peu qui, je vais relire et faire encore des recherches dessus. Mais quand vous lisez le cours par rapport à l'encadré où on parle du BIT, de l'OIT avec l'ODD 8 aussi,
ça te crée encore des difficultés de compréhension, quoi. Parce que là, on peut accepter pour certains pays le fait que l'enfant peut être à partir de 14 ans ou bien 12-14 ans peut travailler, etc. Bon, dans le cadre de ce que nous faisons, bon, là, ça peut vraiment, bon, pour moi, un peu dérouter, quoi. C'était pour vraiment introduire cette question. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais très rapidement, parce qu'il faut clarifier ce point. Et on les classe nulle part, en fait. On les exclut, on les considère pas dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on les classe ni dans l'emploi, ni dans le chômage, ni dans l'inactivité. Comme je disais tout à l'heure, c'était qu'on part de la population totale. Dans cette population totale, on va exclure les individus qui ne sont pas en âge de travailler. Et ça comprend principalement les enfants. Une fois qu'on a exclu ces individus-là, on se retrouve avec la population en âge de travailler. Et c'est là, on va déterminer ceux qui sont en emploi, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont inactifs. Là, ça, c'est pour faire une analyse classique dans les règles du marché du travail. Le seuil de 15, 14, 13 ans, il n'y a pas, nous, on ne peut pas vous dire quel est le seuil. Ça dépend de la législation dans les différents pays. Mais ça dépend aussi beaucoup de l'analyse que vous les faites. Maintenant, si vous êtes intéressé sur le travail des enfants, bien sûr qu'il faut se préoccuper de cette question-là et qu'il faut l'analyser. C'est une question qui est extrêmement préoccupante. Mais ce que je veux dire depuis le début, c'est un phénomène qui est à part. Il ne faut pas mélanger le travail des enfants et la main-d'œuvre, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas les mélanger. Très grossièrement, bon, statistiquement, ça ne sera jamais un nombre très important, mais disons que tout d'un coup, on change de définition de l'emploi et qu'on va prendre en compte le travail des enfants. Bon, on va exagérer, on va dire qu'il y a 3 millions d'enfants dans un pays qui travaillent. Et on les inclut dans la définition de taux d'emploi. Et là, tout d'un coup, on a une augmentation, mais une augmentation très forte de l'emploi. Et là, on va aboutir à cette conclusion que la situation s'améliore dans le pays, etc. Le taux d'emploi d'augmentation. Mais là, c'est un phénomène qui est très particulier, qui ne peut pas être mélangé aux autres situations d'emploi que peuvent vivre les individus. On ne peut pas venir avec le travail des enfants grossir les rangs des travailleurs qui, à travers le taux d'emploi, c'est un indicateur quand même, il faut le dire, qui, s'il augmente ou s'il est élevé, il est habituellement considéré comme quelque chose de positif. S'il diminue ou s'il est bas, c'est quelque chose qui est considéré a priori comme quelque chose de négatif. Après, il y a toute la question de que disait Djibril tout à l'heure. Il faut prendre en considération ça, c'est une première étape. En fait, tout fonctionne par étapes. La deuxième étape, ce serait de voir quelle est la qualité des emplois. Et bien sûr, parmi les adultes dans la population d'âge de travailler, on va avoir des situations dans l'emploi qui sont très différentes, notamment le travail informel, etc. Mais voilà, mais grosso modo, juste pour terminer avec cette question du travail des enfants, c'est très important, mais c'est un phénomène qui est à part et que nous n'intègrons pas ici dans ce cours. Merci, Djibril. Pardon, Pablo. J'espère que ça a clarifié les choses. Je propose qu'on avance parce qu'il nous reste 15 minutes et on a encore 3 participants qui ont des questions. Bassine, s'il vous plaît, si vous avez besoin de compléments de questions, merci de poser des questions dans la foire aux questions. Et comme j'ai expliqué aussi, on va voir après avec Djibril comment organiser des permanences, comme vous l'avez fait dans les autres modules qui ont précédé, pendant lesquels vous pourrez aussi venir poser vos questions de façon libre à Djibril. Célestin, s'il vous plaît, ensuite Michel et Mustapha Kamarou. Et je pense que ça sera la fin. Finalement, on aura fait les 1h30. Célestin, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous et à tous. Je voudrais poser la question par rapport au domaine. Quand quelqu'un a fait le domaine de médecine et il travaille dans un autre domaine, est-ce qu'on va le considérer toujours comme quelqu'un qui est employé, il travaille, ou bien il travaille? C'est ça mon problème. Donc, quelqu'un qui a fait soit le droit, il fait autre chose que le droit. Il y a des concepts qu'on nous a appris comme chômage déguisé. Est-ce qu'on peut les considérer comme quelqu'un qui travaille normalement? Donc, c'est ça ma question de savoir si quelqu'un qui a fait un autre domaine et travaille dans un autre domaine, est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un qui travaille normalement? Ça ma question. En effet, Célestin, il exerce une activité. Il exerce une activité économique, même si ce n'est pas en lien avec sa formation. Donc, il travaille. Il est dans la population employée ou bien dans la population active, bien évidemment. Quand bien même, il n'est pas dans son domaine de formation de base. Mais comme on disait tout à l'heure, après maintenant, si on pousse encore plus loin, on peut aller jusqu'à identifier
au niveau de la population qui est employée, qui exerce une activité, quel est leur niveau de formation, quelles sont les filières de formation qu'ils ont reçues, etc. Et ça peut aider donc, le système éducatif dans ses stratégies d'orientation professionnelle ou d'orientation des étudiants ou des apprenants. N'est-ce pas, Pablo? Oui, oui, très, très rapidement. En fait, c'est bien, ça permet de faire un peu la jonction avec... il y a le chômage. Le chômage, en gros, c'est des individus qui ne travaillent pas. Maintenant, si on bascule justement sur la question de qualité de l'emploi, on va s'intéresser à un autre concept qui est très important et qui recouvre des situations qui peuvent être très différentes, c'est le sous-emploi. Le sous-emploi. Donc là c'est plus les chômeurs, c'est les gens qui travaillent effectivement, mais qui sont dans des situations d'emploi qui sont dites inadéquates. Et ces situations d'emploi dites inadéquates, ça peut être lié à beaucoup de choses, ça peut être lié aux revenus, bien sûr, ça peut être aussi lié aux revenus, productivité, mais aussi et surtout les compétences. Les compétences. Et là, il y a, bon, rapidement, mais très rapidement, mais il y a ce qu'on appelle l'inadéquation des compétences ou des qualifications. Ça va être, il y a une équation verticale, ça va être les individus qui occupent un emploi qui ne correspond pas à leur niveau d'éducation. Donc là, avoir des individus qui vont être soit surqualifiés ou sous-qualifiés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une inadéquation verticale. Et après, une inadéquation horizontale, et c'est précisément l'exemple que vous donnez ici. Ça va être des individus qui se sont spécialisés dans un domaine particulier, je n'en sais rien, l'éducation, les sciences de l'éducation, et qui après vont se retrouver à travailler dans un tout autre domaine. Donc bon, là c'est un phénomène particulier et on n'a pas le temps d'en discuter, mais ça peut être analysé dans toute cette question de la qualité de l'emploi et en particulier du sous-emploi. Mais on aura le temps de discuter de ces questions-là lors de nos prochaines rencontres virtuelles. Merci, merci beaucoup. Merci, Célestin. Michel, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. J'ai des petites questions à poser à M. Pablo Djibril. La première, je voudrais savoir, au cas où je suis dans une situation d'une enquête, où les résultats de la population potentiellement active est égal à la population active, si je suis dans ces cas-là. Selon vous, quelle serait la conclusion? La deuxième question, je pense qu'il y a Bassine qui est revenu plusieurs fois là-dessus, que M. Pablo a répondu que ce soit le secteur formel ou non formel, tous sont dans, si j'ai bien capté, M. Pablo, les sortants du secteur formel et non formel sont tous dans la population en âge de travailler. Alors, mais ma question, je voudrais un peu, est-ce que le module a prévu d'essayer un peu de dégager, en sens de comparaison, de voir un peu les sortants du secteur éducatif formel et ceux de non formel, pour voir un peu les rapports, que ce soit économique, social. Parce que moi, je pense, si on peut faire cette comparaison, là, on saura quand même l'efficacité externe pour le sortant du secteur éducatif formel et le non formel. Alors, je ne sais pas si le module, je n'ai pas tout terminé, a prévu un peu cette approche-là. Merci beaucoup. Djibril? Pablo? Oui, je vais commencer par sa dernière question. La dernière question, effectivement, il y a une activité spécifique à l'insertion à l'éducation, formation. C'est l'activité 3 qui analyse un peu sur une population donnée selon le qualification le type d'emploi qui sont faits pour voir la relation entre le niveau de sortie et le type d'emploi occupé. C'est
sont prises en charge. L'autre question, vous parlez de la population potentiellement active par rapport à la population active. Je crois qu'avec Pablo, on a beaucoup discuté de cette question-là. Le terme potentiellement actif, nous, on est de plus en plus enclin à ne plus l'utiliser, à le remplacer donc par la population en âge de travail, pour mettre vraiment à l'aise et parler de la même chose. Parce que quand vous dites population potentiellement active, c'est qui? C'est qui cette population? Aujourd'hui, au regard de ce qui se passe dans nos pays, toute la population est potentiellement active, certain âge étant atteint par rapport à la population active. Donc, s'il vous plaît, essayons au maximum pour nous comprendre de parler de population en âge de travail et de cette population en âge de travail, nous sommes la population active. Donc, il resterait la population inactive, c'est ceux qui ne sont pas en situation et qui ne cherchent pas, pour comprendre un peu que le chômage est inclus, donc les chômeurs sont inclus dans la population active. Vous parlez des sortants, donc là j'ai brossé, sortant du système formel, informel, non formel. Là aussi, les enquêtes sont faites de façon transversale par rapport à ça. Je peux me lever aujourd'hui, voir une population et analyser une population en employé, en situation d'emploi, et analyser leur parcours, le niveau avec lequel ils sont entrés dans le marché du travail, ou bien le niveau qu'ils ont, le diplôme qu'ils ont par rapport à l'emploi qu'ils sont occupés, que ce soit au niveau de la typologie des emplois, ou bien du niveau d'emploi. Donc, ça peut me permettre de me prononcer sur l'évolution qu'il y a eu par rapport à des générations antérieures, ou bien sur l'évolution qui pourrait être attendue. Donc, ça permet aux décideurs de pouvoir donc prendre des bonnes mesures, des bonnes orientations pour investir donc à certains niveaux et orienter les politiques en matière d'éducation par rapport à certains niveaux ou par rapport à certains types ou certaines filières, pour parler de la formation professionnelle, spécifiquement certaines filières qui sont peut-être plus utiles à la population actuelle ou bien qui sont porteuses d'emploi au moment de l'enquête, bien évidemment. Pablo, des compléments? Non, j'ai rien à ajouter, ça me paraît très bien. Et je vois qu'il y a encore 2 questions et l'heure tourne. Donc, c'est peut-être mieux de passer à la question suivante, je pense. Ah, je ne sais pas si on a Tessa. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Tessa. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème de connexion. D'accord. Voilà, je suis de retour. Excusez-moi. Donc, vous avez répondu à la question de Michel? Voilà. Donc, on va prendre la question de Mustapha. Et je vois que Marie a la main levée. Alors, Marie, ça dépendra du temps que Mustapha m'ait proposé sa question et le temps que ça prendra pour répondre. Mustapha, est-ce que vous pouvez, Monsieur Kamarou, est-ce que vous pouvez y aller, poser votre question et on verra si on peut prendre la question de Marie et ça sera les dernières questions. Merci. Merci, Madame Tessa. Merci aux encadreurs. On m'entend? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Merci bien. Vous avez clarifié certains points, certes, mais j'ai quand même quelques petites incompréhensions. Donc, rapidement, vous voyez à la page 16, la figure 3, et la notion de population trop jeune ou trop vieille. Mais, entre parenthèses, c'est mis au moins en théorie. Et quand vous dites au moins en théorie, cette largesse me met dans une situation difficile parce que vous venez de nous clarifier de ce qu'il y avait lieu de ne pas confondre le travail des enfants avec la notion de chômage ou bien d'activité. Mais quand on dit au moins, alors ça veut dire qu'il y a une certaine possibilité de pouvoir prendre en compte ces enfants-là dans le cadre de notre étude. Je vais continuer aussi. Vous voyez aussi à la page 23. Non, pardon, pas à la page 23. On parle souvent de période de référence dans le marché du travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par période de référence? Est-ce que 2 mois, 3 mois, est-ce 1 an? Deuxième préoccupation. Donc, rapidement, pour la troisième préoccupation, vous en avez parlé, c'est au niveau de la page 23, le taux net. Il y a 2 calculs. Rapidement, pour le deuxième calcul, où on prend directement le net, le NIT en compte, est-ce que vous pouvez me clarifier ce point-là? Et je vais terminer avec les indicateurs. Au niveau des indicateurs, vous faites souvent référence soit
au BIT, soit à l'ODD, soit à l'ISOSTA. Alors, au niveau de ces indicateurs-là, comment est-ce que nous, on doit pouvoir choisir pour pouvoir travailler quand nous sommes dans une situation d'analyse? Merci bien. Ça fait beaucoup de questions en 3 minutes. Ouais. Bah, je peux répondre rapidement. Je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le seuil inférieur à l'âge des enfants. C'est juste que notre module, il n'est pas destiné à un pays en particulier, il est destiné à tous les pays africains. Donc, on est incapable de vous donner un seuil particulier. Pourquoi? Parce qu'on a l'exemple tout à l'heure du Sénégal, je crois, où c'était le travail des enfants, c'était 12-16 ans. Ou 5-16 ans, par exemple. Après, le international, c'est plutôt 5-17 ans. Donc, en fait, il n'y a pas, c'est pas que, c'est pas, il y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. C'est que si on commence à mettre un chiffre, il faudra mettre un chiffre particulier pour tous les pays africains du continent. Après, les variations peuvent être légères, mais voilà. Mais l'âge légal obligatoire pour la scolarité et l'âge légal pour travailler peuvent varier sensiblement d'un pays à l'autre. Les périodes de référence, c'est vraiment une question qui est très particulière. On ne va pas pouvoir l'aborder ici, mais c'est des choses qui sont bien établies par alors, si vous voulez savoir précisément, c'est le BIT à travers la Conférence internationale des statisticiens du travail qui se réunit tous les 4 ans et qui définit ça de façon très, très précise. Par exemple, le critère de recherche d'emploi, la période de référence, ça va être les 7 derniers jours qui ont précédé le jour de l'enquête. Après, la recherche d'emploi, etc., ça va être d'autres périodes de référence. Donc là, je ne peux pas vous dire en détail quelles sont ces périodes de référence, mais c'est des choses qui sont vraiment bien calées, bien fixées et qui sont bien réfléchies. Le taux de NEET, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre préoccupation, mais je pense qu'on manque de temps pour discuter ça. Et pour les indicateurs, bah, moi, ce que je veux dire, et peut-être que je suis biaisé parce que j'ai travaillé là-bas, mais la référence, ce serait les indicateurs du BIT élaboré à travers la Conférence internationale des statistiques du travail. L'éducation, c'est l'UNESCO, le travail, c'est plutôt le BIT. Voilà, chaque organisation internationale a son domaine de compétences, mais il y a des indicateurs qui sont bien établis, bien définis. Tout ça est disponible de façon très transparente sur Internet, sur les indicateurs qui peuvent être utilisés. Alors nous, on va en voir certains, on ne va pas tout voir, sinon vous allez vous noyer. Bon, on va en voir quelques-uns. Maintenant, si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, on pourra le faire dans le cadre d'autres discussions en ligne. Voilà, je m'arrête là parce que je vois qu'il est déjà l'heure. Merci Pablo. Merci. Djibril, tu peux préciser? Merci Ensuite, Pablo. on va... Juste par rapport au NEET dont il a parlé tout à l'heure, regardez bien le NEET, c'est la même formule. Dans la précédente formule, vous aviez le nombre de jeunes, on a enlevé la population de jeunes qui étaient en situation d'emploi, on a enlevé par suite la situation des jeunes le nombre de jeunes qui étaient en situation d'études ou de formation. Et ici, le taux qui est donné dans le 23, on s'arrête juste à ceux qui sont dans cette situation-là. Et c'est le dénominateur qui regroupe l'ensemble des trois. Donc, c'est la même formule, c'est le même calcul. L'exemple que j'avais donné tout à l'heure, nous allons retrouver ici nos 3 numérateurs, les scolarisés en formation, tout à l'heure, on avait dit qu'ils étaient 3, NEET, il nous en reste 2, et finalement, ceux qui sont en emploi, 5. Donc, on retrouve notre base de 10, la population de 10. C'est exactement la même formule exprimée autrement de façon différente. Et c'est la même chose. Monsieur Kamarou, est-ce qu'on a pu clarifier au moins une partie de vos questions? Ou encore mieux toutes? Une grande partie, merci. D'accord. Merci vraiment aux tuteurs, merci à Djibril, merci à Pablo d'avoir donné 1h30 de leur temps ce matin pour lancer les discussions et éclaircir vos premières questions et renforcer votre intérêt pour ce module, comme on l'a expliqué depuis le début, très important. Donc, on vous invite vraiment fortement à vous rendre sur la foire aux questions, poser les questions que vous n'aurez pas pu poser ce matin. J'ai déjà vu que Arlette a posé la question sur le devoir. Merci beaucoup Arlette, les tuteurs vont se pencher là-dessus. Et tous les autres collègues qui sont ici ou ceux qui ne sont pas ici, de poser leurs questions sur la foire aux questions. Je vous reviendrai aussi bientôt, après avoir consulté Pablo et Djibril, sur les disponibilités, les possibilités pour des heures de permanence cette semaine ou dans les semaines qui viennent. Je crois que Pablo, tu es en congé à partir de la semaine prochaine, n'est-ce pas? Alors, je ne suis plus en congé, je suis là tout le mois d'août. Ah, d'accord. Donc, je reviendrai avec... Ouais. Alors, désolé pour toi, mais alors, tant mieux pour nous. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, je suis présent. Donc, et au plaisir, hein, on peut échanger, c'est pas très compliqué. Voilà, vous nous dites et puis on peut caler une heure par-ci par-là.
D'accord. Donc, je vais vous envoyer un mail à Djibril et Pablo et on va organiser les heures de permanence comme on l'a fait pour les autres modules où vous pourrez venir librement quand il y aura des heures de permanence proposées par Djibril et des heures de permanence proposées par Pablo. Posez vos questions. Qu'on est ensemble jusqu'au 27 août. Cela avec Le grand module finit le plaisir. 20 août. Merci encore à tous. Je vais poster l'enregistrement sur la plateforme pour ceux qui n'étaient pas là ou pour tous ceux qui aimeraient revoir le chat. Merci à tous. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci d'avoir pris part. Merci Djibril. Merci, à très Et surtout, bientôt. tous nos encouragements aux auditeurs. Oui. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ce module, il est intéressant et tout, mais passionnant. Ouais. Merci. N'hésitez pas à nous Merci. contacter s'il y a quoi que ce soit. bientôt. Et à très bientôt. Bonne fin de journée, au À revoir. bientôt sur la foire aux questions et ailleurs. Merci. Merci. Ciao. Bientôt. J'arrête l'enregistrement. Merci, au revoir Djibril, au revoir tout le monde.